Deux tempêtes dévastatrices en Europe. Des chutes de neige records au Japon. Un froid anormal aux Caraïbes. Une tempête tropicale hors saison aux Philippines. À propos de cela et d'autres événements climatiques de la semaine écoulée, suite dans ce numéro. Tempête Leonardo. La tempête mortelle Leonardo, déjà la 6e de cette année, est devenue une nouvelle épreuve pour les habitants de l'Europe du Sud. L'élément a submergé la péninsule ibérique avec des pluies qualifiées d'extraordinaires. Le cœur de la catastrophe naturelle s'est trouvé au Portugal et en Espagne. La rivière Sado est sortie de son lit, transformant les rues de la petite ville portugaise d'Alcácer do Sal en torrents impétueux. Par endroits, le niveau de l'eau atteignait 2 mètres. Les gens disaient n'avoir jamais vu une telle force aquatique auparavant. Aires de jeu, maisons, entreprises, tout était inondé. En raison des inondations, des glissements de terrain et de la chute d'arbres, plus de 200 personnes ont quitté leur domicile. Au Portugal, l'état d'urgence a été déclaré dans 69 districts du pays. À travers les Pyrénées, l'élément s'est abattu sur l'Andalousie espagnole. Plus de 7000 personnes ont dû être évacuées. Presque dans toute la région, les cours ont été annulés dans les écoles, les ports maritimes fermés, le trafic ferroviaire pratiquement arrêté sur les itinéraires stratégiquement importants, environ 50 autoroutes fermées. À l'aéroport majeur de Malaga Costa del Sol, en raison d'un vent très fort, un avion de ligne n'a pas pu atterrir et de nombreux vols ont été redirigés vers d'autres régions du pays. Dans la petite ville de montagne Grazalema, plus de 400 mm de précipitations sont tombées en seulement 16 heures, ce qui représente pratiquement la norme annuelle. L'eau s'infiltrait à travers les murs des bâtiments, coulait le long des rues pavées escarpées, transformant la ville touristique en zone de catastrophe naturelle. Les habitants locaux cassaient à coups de marteau des trous dans les murs extérieurs de leurs maisons pour laisser sortir l'eau. Il n'y avait pas d'autre solution. Beaucoup ont dû quitter leur maison en urgence. Ils ont été hébergés dans des abris temporaires dans la ville voisine de Ronda. Le 5 février, en Allemagne, l'aéroport de Berlin a été paralysé par des chutes de neige et une pluie verglaçante. Dès le matin, tous les vols ont été arrêtés car il était impossible de dégivrer les avions. La couche de liquide dégivrant gelait avant même qu'on puisse appliquer une deuxième couche protectrice. La tempête Leonardo a également frappé le nord de l'Afrique. Au Maroc, en raison de fortes pluies, les rivières et les réservoirs sont sortis de leur lit. Les inondations soudaines et les glissements de terrain ont forcé 108 000 personnes à évacuer en urgence. Dans la province de l'Arache, 3 femmes sont mortes lorsque leur maison a été détruite par un glissement de terrain. L'élément a encore emporté 2 vies au Portugal et en Espagne. Tempête Martha. Le 7 février, seulement quelques jours plus tard, une nouvelle tempête, nommée Martha, s'est abattue sur l'Espagne et le Portugal. Elle a frappé un sol déjà sursaturé en eau, ce qui a aggravé les inondations. Sur le continent portugais, au sud de Lisbonne, la tempête a provoqué de fortes pluies et des rafales de vent dépassant 70 km/h. L'élément a laissé plus de 100 000 personnes sans électricité. En raison du mauvais temps, 3 municipalités ont reporté les élections présidentielles prévues le 8 février. À la suite de l'impact de l'élément, 2 personnes sont mortes dans le pays. Dans le sud et l'ouest de l'Espagne, la pluie tombait sans arrêt. Les agriculteurs ont signalé des dommages catastrophiques aux récoltes. Brocolis, carottes et choux-fleurs ont été inondés sur des milliers d'hectares. Dans les zones basses, l'eau a inondé les plantations d'agrumes, les vergers et les pâturages. Dans la province d'Almeria, de forts vents ont détruit des serres, anéantissant les cultures maraîchères. Les routes rurales et les accès aux fermes ont également été endommagés. Froids anormaux. Début février, presque tout le district fédéral central de la Russie a été sous l'emprise d'un temps anormalement froid. Dans de nombreuses régions, les températures ont atteint des valeurs extrêmement basses, telles qu'on les observe habituellement en Sibérie, et non dans la partie européenne du pays. Dans les régions de Penza, Belgorod,
Voronej et Koursk, les thermomètres sont descendus à moins 30 degrés Celsius, et en dessous, et la température moyenne quotidienne était inférieure à la norme climatique de 19 à 23 degrés. Le froid le plus intense, presque 42 degrés Celsius, a été enregistré dans la République des Komi. De plus, ces froids extrêmes n'étaient pas de courte durée, mais ont persisté longtemps. Cela contraste particulièrement avec les hivers doux et chauds des dernières années. À Moscou, la température est également descendue bien en dessous de la norme climatique de février. Le 3 février, on a enregistré moins 21,6 degrés Celsius dans la ville, alors que la moyenne minimale du mois est de moins 8,8 degrés. La Lituanie a été frappée par de fortes gelées, des chutes de neige intenses et un vent violent. Le 2 février, à la ville de Sedouva, le thermomètre est descendu à moins 34,3 degrés Celsius. Une telle gelée n'avait pas été observée dans le pays depuis 30 ans. Les conditions extrêmes ont entraîné de graves perturbations dans les transports publics, et certaines écoles ont dû passer à l'enseignement à distance. En raison de la très basse température, les fils des lignes électriques aériennes se tendaient et se rompaient. Environ 10 000 consommateurs se sont retrouvés sans électricité. Pour ne pas geler, les habitants chauffaient les poêles 24 heures sur 24. Au moins 30 personnes ont souffert d'hypothermie et d'engelures aux mains ou aux pieds, dans plusieurs cas avec risque d'amputation. 3 personnes sont mortes dans le pays à cause du froid intense. L'Ukraine a également souffert des fortes gelées. Les premiers jours de février, dans les régions du nord et de l'ouest, la température est descendue à moins 30 degrés Celsius. Un niveau d'alerte rouge a été déclaré. En raison de la détérioration des conditions météorologiques et de la chute brutale de la température, la LOR de Kiev-Petchersk a été temporairement fermée aux visites à Kiev. Dans la région de Zaporijia, un phénomène naturel inhabituel a été enregistré. La mer d'Azov s'est couverte de glace continue sur plus de 200 mètres depuis la ligne de côte. Selon les habitants locaux, c'est la première fois en au moins 15 ans. Dans la région de Kirovorad, à une température de l'air de moins 22 degrés Celsius, le sol dans les champs a gelé jusqu'à une profondeur d'1 demi-mètre, et la couche supérieure s'est couverte d'une croûte de glace. Selon les spécialistes, de telles conditions représentent une menace sérieuse pour la survie des cultures d'hiver. Colza, orge et blé. Le 3 février à Cuba, pour la première fois dans toute l'histoire des observations, une température de 0 degré Celsius a été enregistrée. La végétation près de la station météo s'est couverte de givre. Une masse d'air froid s'est propagée sur la plus grande partie du pays. Sur 32 stations météorologiques, des températures de plus 10 degrés Celsius et moins ont été enregistrées, ce qui est extrêmement atypique pour une région située dans les tropiques. Il faisait anormalement froid aussi aux Bahamas. À Freeport, les thermomètres sont descendus à 10,8 degrés Celsius, plus 10,8 degrés Celsius, ce qui est devenu la valeur la plus basse jamais enregistrée dans le pays. Un record national de froid a également été enregistré au Guatemala. Japon. Depuis le 20 janvier, le plus fort effondrement neigeux depuis des décennies a touché 15 préfectures du Japon, causant des dommages importants aux infrastructures et emportant des dizaines de vies. Les régions les plus touchées se trouvent le long de la côte de la mer du Japon. Dans la préfecture d'Aomori, le 1er février, la couche de neige a atteint 183 cm de hauteur, presque 3 fois la norme climatique. La ville d'Aomori a été paralysée. Les écoles ont fermé en raison des amas de neige, des coupures d'électricité sont survenues. Pour la première fois depuis 2005, les autorités ont dû faire appel aux forces d'autodéfense du pays pour dégager les toits et aider les personnes âgées isolées. Au matin du 3 février, dans plusieurs préfectures, la situation a dépassé le seuil critique. La hauteur de la neige atteignait par endroits 146 cm, établissant un record absolu pour toute la période d'observation. À partir du 6 février, de violentes tempêtes de neige se sont abattues sur la préfecture de Hokkaido. Dans la ville de Wakkanai, les rafales de vent atteignaient 31 mètres par seconde. Le 8 février, jour des élections générales, les chutes de neige ont paralysé le système de transport. Plus de 270 vols ont été annulés, y compris ceux reliant les aéroports de Haneda et d'Osaka à d'autres régions du pays. Les trains à grande vitesse Shinkansen sur les lignes Tokaido et Sanyo ont circulé avec des retards.
Le même jour à Tokyo, où 5 cm de neige sont tombés, un accident de masse impliquant 7 voitures s'est produit sur un pont verglacé. 6 personnes ont été blessées. En raison des fortes chutes de neige, les universités Hosei et Chuo ont reporté le début des examens d'entrée. Dans la région de la capitale, en raison de la rupture du réseau de contact, le trafic a été totalement arrêté sur la ligne ferroviaire clé d'Utsunomiya, provoquant un vaste effondrement des transports. Les chutes de neige records dans tout le pays ont entraîné la mort d'au moins 42 personnes. La plupart d'entre elles ont été victimes de chutes de toit lors du déneigement. Kazakhstan. Un vent ouragan s'est abattu sur la ville de Janatas, dans l'oblast de Jambil, causant de graves dommages aux infrastructures. La tempête a commencé le soir du 5 février, et le matin suivant, les rafales atteignaient déjà 36 mètres par seconde. Les toits et les revêtements ont été arrachés des immeubles résidentiels de plusieurs étages. 8 objets commerciaux et la maison de la culture ont été endommagés. Le vent a endommagé environ 2 km de lignes électriques et renversé une trentaine d'arbres. Des dommages aux véhicules ont également été enregistrés. Dans certains quartiers de la ville, l'alimentation électrique a été temporairement coupée. Pour des raisons de sécurité, 15 écoles ont été transférées en format d'enseignement à distance. Selon une étude, à Janatas, un vent supérieur à 17,2 mètres par seconde est enregistré en moyenne pas plus de 5 heures par an. Cependant, pendant cette tempête, la vitesse soutenue du vent est restée anormalement élevée pendant presque une journée entière, dans la fourchette de 17 à 31 mètres par seconde. Philippines. Le 3 février, au-dessus des eaux chaudes de la mer des Philippines, un système tropical s'est formé rapidement, qui en seulement 2 jours s'est transformé en tempête tropicale Pena. Dans la nuit du 5 février, elle a frappé la province de Surigao del Sur, sur l'île de Mindanao. Bien que le vent ait été relativement faible, environ 60 km/h, la principale menace résidait dans l'immense zone de précipitation d'une largeur allant jusqu'à 660 km, qui en quelques heures a déclenché une chaîne d'inondations et de glissements de terrain. Les rivières du centre et du sud des Philippines sont sorties de leur lit. Les pluies torrentielles ont détruit des routes et partiellement isolé des localités. La ville d'Iligan et les districts voisins de la province d'Oriental Misamis ont été particulièrement touchés. Les flots d'eau ont rapidement submergé les quartiers bas, emportant les habitations le long des rives et charriant les voitures au fil du courant. Les gens évacués en hâte vers les hauteurs. Certains se sont retrouvés bloqués dans leurs maisons. À Cagayan de Oro, les pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a englouti une maison d'habitation. Cela a entraîné la mort d'une famille de 4 personnes. Près de 80 ports maritimes ont été fermés dans le pays, bloquant des milliers de passagers. En traversant les Philippines, la tempête a touché environ 1 demi-million de personnes, et des dizaines de milliers ont dû être évacués. L'élément a emporté 12 vies. Particulièrement alarmant est le fait que la tempête tropicale Pena, avec son énorme quantité de précipitations, s'est formée bien avant la saison habituelle des typhons aux Philippines, qui commence généralement en mai. Les événements de cette semaine nous rappellent une fois de plus l'une des caractéristiques les plus dangereuses des cataclysmes modernes, leur synchronisation. Lorsque les catastrophes naturelles ne se produisent plus de manière ponctuelle, mais en vagues, en cascades entières d'événements climatiques, et l'un entraîne l'autre. Cette interconnexion accélère la progression et la destruction de notre planète. Les premiers signes de synchronisation des cataclysmes naturels ont été enregistrés par les scientifiques d'Alatra dès 2020 et ont averti la communauté mondiale à ce sujet. Il est alors devenu clair. Le climat est passé à un nouveau niveau. Les événements ont commencé à se produire simultanément dans différentes régions, se renforçant mutuellement et multipliant les dommages. Dès ce moment, il était évident. Le temps est compté et il faut agir d'urgence. Mais l'humanité a manqué les opportunités de mise en œuvre des technologies scientifiquement fondées et proposées par les scientifiques d'Alatra pour stabiliser le climat. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui. La synchronisation a pris une telle ampleur
que les habitants de certains pays n'ont pas le temps de se remettre d'un cataclysme avant d'être frappés par le suivant. Les gens vivent littéralement dans un cauchemar climatique permanent. L'Europe en est un exemple frappant. À peine 1 mois et demi s'est écoulé depuis le début de 2026, et certains pays ont déjà subi 7 tempêtes consécutives. Les statistiques parlent mieux que n'importe quel mot. Regardez le graphique des vents de tempête en Europe. Les commentaires sont vraiment superflus. Tout cela est un rappel de la valeur du temps. Du fait qu'il faut agir immédiatement. Tant qu'il existe une base scientifique, des laboratoires, des centres de suivi et des spécialistes capables de trouver une solution. De plus en plus de gens comprennent. Sans intervention consciente de l'os destructeur, ne s'arrêteront pas. C'est pourquoi des centaines de milliers de personnes en parlent déjà à leurs amis, connaissances, à tout leur entourage, car elles comprennent. Seule la prise de conscience de l'ampleur de la crise par tous les habitants de la planète peut accélérer la recherche d'une solution. Ils agissent parce qu'ils veulent vivre eux-mêmes et veulent que leurs enfants vivent.